Dans le débat, les Congolais, ils sont mignons dans ma vidéo. On a lancé. Toi, qu'est-ce que tu fais après ça? C'est là. Bonjour tout le monde, bonjour chers journalistes. Nous sommes encore là ce matin avec les avocats du shérif Balé et ses autres amis pour leur deuxième conférence de presse. Alors, je ne vais pas prendre beaucoup de temps, je vais laisser la parole aux avocats pour la suite. Merci. Bonjour chers amis de la presse. Comme il a été dit, nous allons de prime abord ouvrir notre déclaration. Nous procéderons par la suite à une séance de réponse aux questions que vous voudrez bien nous poser. Et enfin, nous vous présenterons le porte-parole de Dame Balé Pouchéry. Sans plus tarder, nous donnons maintenant lecture de la déclaration du collectif des avocats de Dame Balé Pouchéry. Mesdames et messieurs de la presse nationale et internationale, nous vous sommes reconnaissants pour le grand intérêt et votre mobilisation encore importante que vous accordez à notre deuxième conférence de presse dans l'affaire qu'il convient désormais d'appeler Balé Pouchéry. Nous sommes Maître Eric Saki, Béné Kwame Lambert, Daligou Mounoko et Maître Seri, constitués pour la défense de Dame Pouchéry Balé, des sieurs Baou Gédéon Junior, J.I.B. Cyril, tous membres de l'ONG Alternative Citoyenne Ivoirienne, œuvrant dans la société civile pour la défense des droits et libertés publiques, et de M. Kwaku Ngouran, secrétaire général adjoint du syndicat libre des travailleurs du Bénin. Pour rappel, nos clients ont tous été arrêtés en marge des manifestations contre ce qu'il convient d'appeler la fête dite du troisième mandat. Nous vivons une époque de peur, de clivage et de politique de diabolisation. Les personnes qui osent s'élever pour défendre les droits humains sont de plus en plus prises pour cible et les endroits sûrs où elles disparaissent à une échelle alarmante. Ces femmes et ces hommes sont confrontés à une déferlante d'actes de harcèlement, de manœuvres d'intimidation, de campagnes de diffamation, de mauvais traitements et de placements en détention illégaux. Et tout cela uniquement pour avoir voulu défendre une cause juste. Face à l'injustice et à la discrimination, face aux atteintes et à la diabolisation, ils se dressent en travers du chemin. Et aujourd'hui, ils font les frais d'une offensive contre leur droit de s'exprimer. La menace est insidieuse. Elle ronge tout l'écosystème de la contestation, en les empêchant
d'exercer leur droit de manifester et en les plaçant sous surveillance, en les prenant directement ou cible, ou simplement en ne leur offrant aucune protection contre le harcèlement, les menaces et les agressions. Le gouvernement est en train d'asphyxier les personnes qui défendent les droits humains. Les défenseurs des droits humains sont désignés toujours plus ouvertement comme des criminels, des indésirables, des défenseurs de démons. Ils sont dépeints comme une menace pour la sécurité, le développement ou les valeurs traditionnelles. Ils ne bénéficient d'aucune protection adéquate contre les attaques qu'ils subissent. La volonté politique de protéger les défenseurs des droits humains en tant qu'élément essentiel pour bâtir un monde plus sûr et plus juste s'est considérablement effritée. Et pourtant, en dépit de cet assaut contre la contestation pacifique, certaines personnes refusent de se soumettre et d'accepter l'injustice. Nous avons un solide esprit de justice et il ne se laissera pas étouffer. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin que des personnes se dressent courageusement contre l'injustice et contre ceux qui portent atteinte aux droits humains en échange de fausses promesses de prospérité et de sécurité. Nous avons tous le pouvoir de contester les discours toxiques et de lutter contre l'injustice. Et c'est bien à propos la dynamique dans laquelle s'est inscrite Dame Pulchéry Bali. La toxine accusatrice semble bien ne pas limiter sa propagation lorsque dans une intervention, une autorité anciennement frappée du sceau de défenseur des droits de l'homme, en l'occurrence Madame la secrétaire d'État en charge des droits de l'homme, a trouvé juste de qualifier lors d'une rencontre en date du jeudi 17 septembre 2020 avec d'autres organisations l'espèce en ce qui concerne la procédure ayant cours sur nos clients de flagrant délit. À moins que l'on ne se situe en face d'un code de procédure pénale différent de celui ordinairement usité, la dite procédure servie à nos clients est loin de s'apparenter à celle applicable au flagrant délit. C'est d'ailleurs élémentaire de le vérifier. Sinon, que notre client serait présenté devant une juridiction de jugement dès son interpellation. Aussi, aucune information judiciaire ne serait ouverte pour la même cause. Pour rappel, 3 situations principales permettent de déterminer la flagrance. Le crime ou le délit flagrant se commet actuellement sous les yeux des forces de l'ordre. Le crime ou le délit vient de se commettre. L'auteur présumé du crime ou du délit est dans un temps très voisin de la commission de l'infraction poursuivie par la clameur publique. À considérer la situation de nos clients, rien, absolument rien, ne donne à croire aux allégations peu orthodoxes faites par la secrétaire d'État en charge des droits de l'homme. Dans notre conférence de presse précédente, nous vous avons indiqué qu'une information judiciaire a été ouverte devant le doyen des juges d'instruction avec placement sous mandat de dépôt depuis le mercredi 19 août 2020. Les sorties médiatiques semblent avoir pour seul objectif de muer un principe sacro-saint qu'est la présomption d'innocence en un autre hautement diabolique qu'on qualifierait de présomption de culpabilité. Nos clients croupissent malheureusement depuis plus d'1 mois sans que leur culpabilité ne soit prouvée. Toutes nos demandes de mise en liberté provisoire se sont heurtées jusqu'ici à un refus. Suite à une demande
d'autorisation de licenciement de Dangbale Pulchéry Edith, alors en détention, et donc copie de cette demande ne lui a jamais été notifiée par son employeur, en l'occurrence le BNET, l'inspecteur du travail d'Abobo Adjamé, agissant par intérim de celui de Cocody, a rendu par courrier référencé numéro 644 en date du 11 septembre 2020 une décision portant autorisation de licenciement de notre cliente. Cette décision a été motivée ainsi. Un prétendu non-respect des instructions du service dans le cadre de la gestion du renforcement de la route d'Mbokro-Bokanda-Anada et une supposée non-transmission dans les délais prescrits des comptes rendus des réunions de séances de consultation publique. Nous rappelons que notre cliente est en détention préventive depuis le 19 août 2020 à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, dite Maka, après une garde à vue, bien évidemment, à la préfecture de police d'Abidjan. Or, conformément aux dispositions de l'article 16.7 du Code du travail, qui dispose ce qui suit, le contrat de travail est suspendu, notamment pendant la période de garde à vue et de détention préventive du travailleur motivée par des raisons étrangères au service et qu'elle est connue de l'employeur dans la limite de 6 mois. Il résulte donc de cette disposition qu'aucune procédure de licenciement ne peut être engagée contre un employé qui fait l'objet d'une garde à vue ou d'une détention provisoire, son contrat de travail étant suspendu. Ainsi, le contrat de travail de Dangbale Pulchéry Edith étant actuellement suspendu, il ne saurait être rompu, quelle qu'en soit la raison. En outre, une copie de la demande d'autorisation de licenciement adressée à l'inspecteur du travail n'a pas été notifiée à Dangbale Pulchéry par le BNET, comme l'exigent les dispositions de l'article 61.8 alinéa 2 du Code du travail, dont les thèmes sont les suivants. La demande d'autorisation est adressée à l'inspecteur du travail et des lois sociales du ressort avec copie aux travailleurs. Or, le non-respect de cette disposition qui concerne les travailleurs protégés, c'est-à-dire aussi bien les délégués du personnel que les délégués syndicaux, est sanctionné au travers des stipulations de l'article 61.9 alinéa 1 du Code du travail par la nullité du licenciement qui découlerait d'une telle procédure. L'article 61.9 énonce ce qui suit. Est nul et de nul effet le licenciement d'un délégué du personnel effectué par l'employeur sans que les prescriptions prévues à l'article précédent ne soient observées. L'employeur ne peut poursuivre la rupture du contrat par d'autres moyens. Par ailleurs, l'article 62.3 du Code du travail précise que les dispositions des articles 61.8 et 61.9 s'appliquent également aux délégués syndicaux, comme c'est le cas pour notre cliente. Nous vous remercions de votre délicate attention et nous tenons à votre disposition pour d'éventuelles questions. Je vous remercie. Merci, maître. Donc, tous ceux qui ont des questions, donnez les noms. Oui, votre nom. Monsieur Eric Eno, la chaîne de télé en ligne, Sud 24.tv, le web magazine international Info News. Monsieur Eric Eno. Monsieur Eric Eno. Sud 24.tv. Sud 24 et puis Hero News. Info News. Oui, qui encore? Tu as une question? C'est que monsieur
commencé. Peut-être que ça va venir après. Alors, monsieur Eric, posez votre question. Encore, je tenais à vous remercier, messieurs les avocats, pour le noble service que vous rendez à la nation à travers de vos services en tant qu'avocat. Je voulais demander à ce jour si nos prévenus, que sont Dame Chéri Balé et les autres, sont dans un état que vous pouvez confirmer de bonne santé. Et dans quel bâtiment se trouvent-ils? Au bâtiment des criminels ou ceux des assimilés? Ça, c'est ma première question. Ensuite, viendra les autres. C'est la seule personne qui augmente. Donnez l'ensemble des questions. Si on pourrait ajouter. Oui, allez-y. C'est quel nom? Nouveau réveil. Nouveau réveil, le nom? Oui, oui. L'information judiciaire ouverte. Votre nom? Chibé Kwasio. Chibé Kwasio. L'information judiciaire qui a été ouverte. Où en est-on? Monsieur Bailly du temps. Selon vos explications, vous êtes en train de dire que dès qu'on ouvre une enquête judiciaire ou un cadre donné, C'est quel nom? Ferdinand Bailly le temps. La secrétaire d'État dit que c'est un cas de flagrance. Oui, allez-y. La secrétaire d'État dit que c'est un cas de flagrance délit. Vous dites que ça ne serait le cas parce qu'il y a déjà eu un dossier judiciaire qui a été ouvert. Est-ce que lorsque on ouvre un dossier, on ne pourra pas requalifier les faits? Est-ce que vous savez? D'autres personnes? Plus de questions? D'accord, merci. Nous allons nous efforcer de répondre à ces questions, j'imagine, préliminaires, puisque d'autres questions certainement viendront. Pour répondre d'abord, permettez que je commence d'abord par la question de M. Ferdinand Bailly, si vous voulez bien, qui nous dit que la secrétaire d'État aux droits de l'homme a estimé que la procédure en réalité est une procédure flagrant délit. Nous estimons que ce n'est pas le cas. Est-ce qu'aujourd'hui il est possible de pouvoir requalifier les faits, ou du moins de pouvoir changer de procédure? Voilà. Ce que je pourrais vous dire, lorsque la procédure vient des unités d'enquête, notamment de la gendarmerie ou de la police, le parquet, au regard de la loi, a la possibilité de faire ce qu'on appelle un règlement de la procédure, selon 3 modes qui lui sont donnés par la loi. Le premier moyen, quand les conditions sont réunies, en ce qui concerne la procédure de flagrant délit, dont les conditions sont très clairement prévues par la loi. Si ces conditions de la flagrance sont réunies, le parquet peut décider de renvoyer le dossier devant le tribunal des flagrants délits. Or, ce n'est pas le cas dans notre cas d'espèce. Et c'est parce que ce n'est pas un flagrant délit que le parquet n'a pas renvoyé nos clients devant le tribunal des flagrants délits. Parce que si c'était le cas, la chose la plus facile, la chose la plus simple, c'était de renvoyer nos clients devant cette juridiction. De sorte que, pour répondre à votre préoccupation, la secrétaire d'État, qui, je rappelle, est magistrat de formation, ne peut pas soutenir les arguments qui ont été soutenus par elle devant les autres organisations des droits de l'homme. Ensuite,
en dehors de la procédure de flagrant délit, il y a la procédure d'information judiciaire. L'information judiciaire, elle est en réalité une enquête plus approfondie. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que les autorités policières ou de la gendarmerie, c'est selon, ont un délai dès lors que des personnes sont gardées à vue. Ces autorités-là ont un délai pour boucler leur procédure. Généralement, ces procédures-là sont de 48 heures, renouvelables une fois. Donc, le maximum de délai qui leur est imparti, c'est un délai de 96 heures. Donc, le délai étant tellement restrictif, étant tellement court, qu'ils n'ont pas toujours la possibilité de pouvoir mener les investigations. Et pour des affaires complexes, ou des affaires taxées de crime, il est demandé, ou du moins le code permet, le code de procédure pénale permet au parquet de saisir un juge d'instruction qui, lui, à son niveau, a beaucoup plus de moyens que les policiers ou les gendarmes dans le cadre de l'enquête, et a beaucoup plus de temps pour pouvoir clairement identifier, vérifier que les conditions des infractions sont réunies ou pas, et situer les responsabilités. Et la troisième possibilité qui est offerte au parquet, c'est de renvoyer les personnes devant un tribunal correctionnel avec ou sans mandat de dépôt. La différence entre cette dernière procédure et la procédure de flagrant délit, c'est que la procédure de flagrant délit se fait dans un certain délai. C'est une procédure en réalité d'urgence. En France, on parle de comparution immédiate. C'est une procédure d'urgence. Il y a un délai où le jugement doit pouvoir se faire. Alors que dans la procédure de citation directe, il n'y a pas de délai restrictif. La loi n'encadre pas le jugement dans un délai. Donc voilà ce que nous pouvons dire. Et dès lors que le parquet a opté, pour l'une de ces procédures, elle ne peut plus revenir en arrière. Donc aujourd'hui, on ne peut pas décider, pendant que la procédure est devant un juge d'instruction, de ramener la procédure devant un tribunal de flagrant délit. Ce n'est pas possible. La seule alternative aujourd'hui est de faire en sorte que la procédure en information parte à son terme et qu'à la suite, on n'est pas obligé d'aller, de poursuivre, de continuer la procédure. Le juge d'instruction, dans le déroulé de la procédure, peut estimer que, à la suite des éléments qu'il a dans son dossier, il n'y a aucun élément qui puisse permettre de retenir la culpabilité ou de retenir les infractions à l'encontre de ceux qui sont poursuivis et peut décider d'un non-lieu. Et s'il décide d'un non-lieu, l'affaire s'arrête là. Si au contraire, il estime qu'il y a des éléments qui lui permettent de s'assurer, ou du moins des éléments qui militent, d'accord, en ce que nos clients seraient coupables, ou du moins nos clients ont un lien avec les faits poursuivis, on pourra en ce moment-là les renvoyer devant une juridiction du jugement, soit la juridiction correctionnelle du tribunal, ou si on estime qu'il y a un crime, les renvoyer devant les tribunaux criminels. Donc voilà ce qu'on pourrait dire relativement à cette question. Merci. Ensuite, il y a M. Eric Henault, c'est ça, qui a posé la question de savoir quelle est la situation de nos différents clients. D'abord, la prison n'est pas un endroit, c'est pas un endroit assez, c'est pas un endroit réjouissant, c'est forcément assez difficile pour eux, surtout que jusqu'à aujourd'hui, ils bénéficient de ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Et qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas été capable de donner des éléments qui permettent de les rattacher aux faits qui leur sont reprochés. En ce qui concerne leur morale est haut, mais vous savez tous, quand on a le sentiment de vivre une injustice,
et d'être privé de sa liberté, ce n'est pas facile pour soi. Je peux également profiter de cette question pour vous dire que l'un de nos clients est tombé malade. Il s'agit de M. Baou Gédion Junior, d'accord, il lui a été décelé le Covid, d'accord, donc des mesures ont été prises au niveau de la maison d'arrêt de correction pour pouvoir le prendre en charge. Voilà, donc lui il est tombé malade. Les autres, il y a M. Kwakum Goran qui a été victime lors de notre précédente conférence de presse. Nous avons dit qu'il était victime de torture, il a été victime de sévices et aujourd'hui il en ressent les séquelles. Malheureusement, au niveau de la maison d'arrêt de correction, ils n'ont pas, je vais dire, plus de moyens, d'accord, à l'effet de pouvoir le prendre en charge. Donc, je dirais, voici un peu les précisions que je pourrais apporter relativement à leur situation sanitaire. Qui est à notre droite, qui est M. Gaillet Donald, qui va désormais porter la voix de Dame Balé Pouchéry. Donc nous informons de ce que ce dernier-là est le porte-parole de Dame Balé Pouchéry. Donc nous allons lui donner brièvement la parole et puis il se présente déjà à vous. Merci à tous nos amis journalistes. Je suis Gaillet Donald, secrétaire à l'organisation de ACI. Et depuis ce matin, porte-parole de Madame Balé Pouchéry, qui injustement est incarcérée à la MACA depuis le 19 août 2020. Merci. Nous voudrions encore une fois vous réitérer nos sincères remerciements pour votre présence. Vous dire que ça fait au jour d'aujourd'hui plus d'un mois que des pères et des mères de famille sont privés de leur liberté. Cela fait plus d'un mois que des personnes qui sont allées rendre visite. Je veux parler de Baou Gédion Junior et de M. Djeibi Cyril. Ils sont juste allés rendre visite à Balé Pouchéry. C'est leur seul tort, c'est le seul acte qu'ils ont posé. Et parce qu'ils sont allés rendre visite à Dame Balé Pouchéry, se trouvant certainement au mauvais moment, au mauvais endroit, sont juste aujourd'hui privés de leur liberté. Ça fait plus d'un mois que M. Kwaku Ngouran Aimé César, qui est allé à son lieu de service pour faire ce qui est son devoir, fournir sa prestation de travail au profit de son employeur. Ça fait plus d'un mois également que lui, à son tour, a été privé de sa liberté en raison de sa proximité avec Dame Balé Pouchéry. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable que ces personnes-là soient privées de leur liberté pour ces raisons. Nous profitons de votre canal pour demander aux autorités compétentes, nous demandons à ces autorités-là d'appliquer la loi. D'appliquer la loi et d'en tirer toutes les conséquences qui vont avec, en permettant à nos clients de jouir de leur liberté.
En ce qui concerne Dame Balé Pucheri, on ne finira jamais de le dire, mais Béné l'a déjà dit. Elle a lancé un appel. Elle a donné son opinion. Elle s'est farouchement opposée à cette affaire dite du 3e mandat. Est-ce que c'est une occasion pour qu'elle soit privée de sa liberté, pour que le Bénet puisse commettre des actes d'harcèlement en ce qui la concerne, parce qu'elle s'est tout simplement opposée au 3e mandat. Mais nous sommes dans une démocratie, et la démocratie doit pouvoir se nourrir de contradictions. Doit pouvoir se nourrir de contradictions. On peut ne pas avoir le même point de vue, mais c'est une occasion de priver, de brimer, de sanctionner, de punir une personne qui n'a pas la même opinion que nous. Nous disons non. Nos clients sont privés de leur liberté et sont empêchés de rentrer en contact avec leurs proches. Nous disons que, au regard de la situation qui prévaut dans notre pays, il est important que nos autorités puissent faire un geste qui pourrait aller à l'apaisement, faire un geste pour dire à nos concitoyens que chacun a le droit de pouvoir s'exprimer. Et cela contribuera, à n'en point douter, à tout ce que nous on appelle aujourd'hui à des élections justes, transparentes. Et cela permettra à chacun de pouvoir avoir la sérénité. C'est un cri de cœur que nous lançons, nous le demandons. Nous demandons à nos autorités d'avoir un regard, de bien écouter, de bien entendre cet appel que nous leur lançons. Aujourd'hui, nos concitoyens nous regardent, mais le monde entier nous regarde.